Le service hospitalier sentait le désinfectant et autre chose. Cette odeur particulière qui apparaît quand les gens restent immobiles trop longtemps. J'ouvris lentement les yeux et tentai de fixer le plafond blanc au-dessus de ma tête. Ma poitrine était encore oppressée et douloureuse, comme si quelqu'un avait serré mon cœur dans son poing avant de le relâcher brusquement. Je me souvins être tombé dans la cuisine en essayant d'atteindre l'étagère du haut pour prendre un bocal de thé. Je me souvins de la douleur aiguë qui m'avait transpercé la poitrine et de la façon dont le sol m'avait semblé soudainement trop proche de mon visage. Puis tout s'était brouillé dans un cauchemar confus de lumières clignotantes, de voix fortes et de la sensation que mon corps ne m'appartenait plus. L'ambulance était arrivée rapidement. Il me sembla que c'était 10 minutes après que j'avais réussi à atteindre le téléphone. Le médecin dans la voiture criait quelque chose, me faisait une injection, et tout à quoi je pouvais penser, c'était que j'avais oublié d'éteindre le gaz sous la bouilloire. Maintenant, j'étais allongé dans une chambre à 4 lits, branché à des machines qui émettaient de temps en temps des bruits discrets. Ma voisine de lit dormait, tournée vers le mur, et j'étais reconnaissante pour ce silence. À 72 ans, j'avais l'habitude d'être seule. Mon mari était mort il y a 10 ans, et depuis, la maison de Bellevue semblait trop grande et trop silencieuse. Mais l'agitation de l'hôpital me fatiguait plus que le silence de la maison. Sur la table de chevet se trouvait mon dossier médical dans une chemise bleue. J'essayais de l'atteindre, mais mon bras était trop lourd, et une aiguille de la perfusion sortait de ma veine. Je refermai les yeux, essayant de me rappeler ce que le médecin avait dit lors de sa visite du matin. Quelque chose sur mon état stable, sur la nécessité d'une observation, sur des médicaments. Son cœur avait flanché, avait-il dit, mais rien de critique. À mon âge, de telles crises n'étaient pas rares, surtout chez les femmes. La porte de la chambre s'ouvrit avec un léger grincement, et j'entendis des pas familiers. Rapides, saccadés, un peu nerveux. Isabelle avait toujours marché comme ça, comme si elle était en retard à une réunion importante. Même quand elle allait chercher le pain quand elle était petite, je lui disais toujours, « Ne te presse pas. La vie ne va nulle part. » Apparemment, elle n'avait pas écouté. « Maman, tu es réveillée. » La voix de ma fille semblait prudente, presque un murmure. J'ouvris les yeux et tournai la tête. Isabelle se tenait sur le seuil, tenant un petit bouquet de glaïeuls, les fleurs même que je détestais depuis l'enfance. Mais ma fille l'avait apparemment oublié. Ou peut-être ne s'en était-elle jamais souvenue. J'avais toujours aimé les simples marguerites ou les bleuets, mais pour une raison quelconque, Isabelle pensait que j'aimais ces fleurs solennelles, presque funèbres. Salut, ma chérie. J'essayais de sourire, mais mes lèvres étaient sèches et ma voix rauque. Merci pour les fleurs. Isabelle s'approcha, posa les glaïeuls sur le rebord de la fenêtre à côté du ficus fané, et s'assit sur une chaise près du lit. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre, un tailleur gris qu'elle avait manifestement porté toute la journée au travail. Je remarquai que ma fille avait maigri depuis notre dernière rencontre. C'était il y a 3 mois, pour son anniversaire, quand j'étais venue à son appartement de location avec un gâteau et un cadeau. « Comment te sens-tu » demanda Isabelle, mais son regard avait déjà glissé vers le dossier médical sur la table de chevet. Étrange. D'habitude, elle évitait tout ce qui touchait aux maladies et aux hôpitaux. Mieux, mentis-je. En fait, chaque respiration était difficile et ma tête était dans un brouillard qui refusait de se dissiper. Les médicaments, probablement. Le médecin a dit que c'était une petite crise. Rien de grave. Isabelle hocha la tête, mais j'eus l'impression qu'elle ne m'écoutait pas. Son regard se reporta sur la chemise bleue contenant les documents. Elle se pencha même légèrement en avant, comme si elle essayait de voir ce qui y était écrit. Qu'a-t-il dit exactement sur le traitement, sur les médicaments? La voix d'Isabelle semblait trop intéressée pour quelqu'un qui grimaçait habituellement au mot « pharmacie ». Je fronçai les sourcils. Ma fille ne s'était jamais particulièrement intéressée à ma santé. Quand j'avais mal au genou ou que ma tension était élevée, elle disait quelque chose comme « Eh bien, maman, tu devrais voir un médecin » et changeait de sujet. Même à la mort de mon père, Isabelle était plus préoccupée par l'organisation des funérailles et le règlement des papiers que par la façon dont je faisais face à la perte. Le docteur Lambert a dit que je devais prendre mes médicaments et me reposer davantage, répondis-je prudemment. Rien de grave, juste les médicaments habituels pour le cœur. Isabelle se leva et fit les 100 pas dans la chambre. Elle regarda par la fenêtre où il commençait déjà à faire nuit, puis s'approcha d'un autre lit où dormait une vieille dame, puis se rassit. Je remarquai que ma fille tripotait nerveusement la sangle de son sac à main en cuir. Un nouveau, cher. Étrange.
considérant qu'Isabelle avait des problèmes d'argent depuis son divorce. « Maman, es-tu sûre que le médecin a prescrit le bon dosage ?» demanda-t-elle soudainement. « J'ai lu sur Internet qu'un traitement plus agressif est souvent nécessaire après une crise cardiaque. » Je fus encore plus surprise. Isabelle avait lu des articles sur les crises cardiaques. La même Isabelle qui disait que les sites médicaux lui donnaient la migraine. « Comment sais-tu ce qu'on m'a prescrit ?» J'essayai de me redresser sur les oreillers. « Je ne t'ai rien dit sur le dosage. Nous venons de nous voir. » Isabelle rougit et détourna le regard vers la fenêtre. « Eh bien, je pensais juste qu'à ton âge, ton corps pourrait ne pas supporter les doses habituelles. Peut-être devrais-tu parler à ton médecin. T'assurer que le traitement est efficace. » À ce moment, le docteur Lambert entra dans la pièce. C'était un homme d'une 50aine d'années, les tempes grisonnantes et les yeux fatigués, portant une blouse blanche qui avait clairement besoin d'un lavage. Je l'aimais bien. Il parlait simplement, sans jargon médical, et ne se précipitait pas comme beaucoup de jeunes médecins. Il me rappelait aussi mon défunt mari. La même carrure avec les mêmes rides bienveillantes au coin des yeux. « Bonsoir, Madame Martin. » Il me sourit, puis regarda Isabelle. « Vous devez être sa fille. Vous vous ressemblez beaucoup. » Isabelle Martin, se présenta-t-elle hâtivement, se levant de son siège et tendant la main pour une poignée de main. « Docteur, je voulais vous interroger sur l'état de ma mère. » Le docteur Lambert prit le dossier médical sur la table de chevet et parcourut rapidement les notes en marmonnant pour lui-même. « Son état est stable, dit-il finalement. La crise n'a pas été trop sévère, mais à son âge, nous devons être prudents. Nous avons prescrit une thérapie de soutien, des médicaments pour le cœur et des anticoagulants. Protocole standard. 2-3, et le dosage ? Demanda rapidement Isabelle, et je remarquai que sa voix devenait plus tendue. J'ai lu que les personnes âgées ont parfois besoin de doses plus élevées. Le médecin haussa ses sourcils gris de surprise. Au contraire, nous prescrivons généralement des doses plus faibles pour éviter les effets secondaires. Votre mère tolère bien les médicaments, et ses résultats d'analyse sont normaux. Ses reins et son foie fonctionnent bien pour son âge. Isabelle s'approcha du médecin, et je crus déceler une note d'insistance dans sa voix que je n'avais jamais remarquée auparavant. Mais maman se plaint de douleurs. De fortes douleurs thoraciques, dit-elle, et je m'étouffai presque de surprise. Peut-être que le dosage standard ne l'aide pas. J'ouvris la bouche pour protester. Je n'avais ressenti aucune douleur particulière, du moins pas au point que ma fille l'ait mentionné. Mais Isabelle continua, sans me laisser placer un mot, comme si elle avait préparé ce discours à l'avance. Je suis très inquiète pour maman. Elle est si forte. Elle ne se plaint jamais. Mais je vois à quel point c'est difficile pour elle. Peut-être devrions-nous reconsidérer le traitement, le rendre plus intensif. Le docteur Lambert fronça les sourcils et me regarda attentivement. « Madame Martin, avez-vous vraiment très mal ?» Je croisai le regard de ma fille. Il y avait quelque chose d'étrange dans les yeux d'Isabelle, un intérêt fiévreux qui ne ressemblait en rien à l'inquiétude habituelle d'une fille. C'était plutôt le regard de quelqu'un qui veut quelque chose ardemment et qui est prêt à mentir pour l'obtenir. « Eh bien, parfois ça fait mal, » répondis-je prudemment, ne comprenant toujours pas où ma fille voulait en venir. « Mais pas très fort. » « Maman minimise toujours les choses, » intervint rapidement Isabelle. « Elle est d'une génération qui a l'habitude de souffrir. Mais je la vois grimacer quand elle pense que personne ne la regarde, surtout la nuit. » Le médecin hocha la tête d'un air pensif et écrivit quelque chose dans le dossier. « Très bien, je vais en tenir compte. Nous pouvons ajuster les analgésiques si nécessaire, mais il n'est pas encore nécessaire de modifier le traitement cardiaque principal. Le dosage est correct. » Isabelle acquiesça, mais je sentis qu'elle n'était pas entièrement satisfaite de la réponse du médecin. Quelque chose ressemblant à de la déception traversa son visage. Après le départ du médecin, un silence gênant s'installa dans la pièce. Isabelle se rassit et me prit la main. Sa paume était moite et froide. « Maman, tu comprends que je m'inquiète pour toi, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix presque brisée. « Je comprends, » répondis-je doucement. Mais à l'intérieur, je sentais un nœud se former dans mon estomac. Je regardais ma fille et essayais de comprendre ce qui se passait. Isabelle était une bonne fille, pas très attentive, préoccupée par ses propres problèmes, mais pas méchante. Après le divorce, elle était devenue encore plus renfermée et irritable. Mais j'attribuais cela au stress et aux difficultés financières.
Maintenant, cependant, il y avait quelque chose de nouveau, de troublant dans son comportement. Je t'apporterai des fruits demain, dit Isabelle en se levant et en ajustant son sac à main sur son épaule. Et je parlerai au médecin. Je veux m'assurer que tu reçois le bon traitement. Après le départ de ma fille, je restai longtemps éveillée, fixant l'obscurité derrière la fenêtre et écoutant la respiration régulière de ma voisine de chambre. Quelque chose dans le ton d'Isabelle, dans ses questions insistantes sur le dosage des médicaments, me troublait plus que la douleur dans ma poitrine, bien plus. Le matin, je fus réveillée par le bruit dans le couloir. Quelqu'un parlait fort, des portes claquaient et des fauteuils roulants grinçaient. J'ouvris les yeux et vis que ma voisine de chambre était déjà réveillée et prenait son petit déjeuner, mâchant lentement de la bouillie de semoule. Il était 8 heures. La visite allait bientôt commencer. L'infirmière m'apporta mes médicaments, plusieurs pilules colorées dans un petit gobelet en plastique. Je les avalai docilement avec de l'eau tiède d'une carafe. Mon cœur battait plus régulièrement que la veille, et je respirais plus facilement. Peut-être que j'allais vraiment mieux et que je pourrais bientôt rentrer chez moi, à ma routine et à mon calme habituel. Vers 10 heures du matin, le docteur Lambert arriva avec un groupe de jeunes médecins. Ils discutèrent de mon état, regardèrent mon dossier et écoutèrent mon cœur avec un stéthoscope froid. Le médecin dit que la tendance était positive et que si tout se passait bien, je sortirais dans quelques jours. Les étudiants hochèrent la tête et écrivirent quelque chose dans leur carnet. Après la visite, je décidai de faire une petite promenade dans le couloir. L'infirmière m'avait dit que le mouvement était bon, mais que je ne devais pas en faire trop. Je me dirigeai lentement vers le bout du couloir où se trouvait un petit canapé près d'une grande fenêtre et m'assis pour me reposer. De là, je pouvais voir le parking devant l'hôpital où des moineaux couraient entre les voitures en picorant des miettes. Soudain, j'entendis une voix familière venant du bureau d'en face. La porte était entr'ouverte, et je pus voir Isabelle parler au docteur Lambert à travers l'interstice. Elle était manifestement arrivée tôt le matin et attendait le médecin. J'étais curieuse. Pourquoi ma fille avait-elle besoin de venir sans moi? Docteur, je n'ai pas dormi de la nuit, inquiète pour ma mère, dit Isabelle, sa voix semblant sincèrement alarmée. Vous n'avez aucune idée de combien elle souffre. Elle ne le montre tout simplement pas. Elle est si fière. Je comprends votre inquiétude, répondit patiemment le docteur Lambert. Mais l'état de votre mère est stable. Ses résultats d'analyse sont bons, et son rythme cardiaque revient à la normale. Mais la douleur, insista Isabelle, et je l'entendis tirer sa chaise plus près du bureau du médecin. Hier soir, après votre départ, elle pleurait de douleur en silence pour ne déranger personne, mais je l'ai vue. Elle se serrait la poitrine et respirait si difficilement. Je fronçai les sourcils. Je n'avais pas pleuré du tout. Après le départ de ma fille, je n'avais pas dormi pendant longtemps, mais pas à cause de la douleur, mais à cause de l'anxiété provoquée par le comportement étrange d'Isabelle. Peut-être devrions-nous reconsidérer le dosage, continua ma fille. Je comprends qu'il faut être prudent à son âge, mais si les médicaments n'aident pas. Madame Martin, dit lentement le médecin, comme s'il pesait chaque mot. Augmenter la dose de médicaments pour le cœur peut être dangereux. Ce ne sont pas des analgésiques. Une surdose peut entraîner de graves complications. 4. Mais et si la dose actuelle n'est pas suffisante? Et si son corps a développé une tolérance aux médicaments? J'ai lu qu'il faut parfois ajuster le traitement pour qu'il soit efficace. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Il y avait quelque chose d'insistant, de presque désespéré dans la voix de ma fille. C'était comme si elle voulait désespérément que le médecin accepte d'augmenter la dose. Mais pourquoi? Écoutez, soupira le médecin. Laissez-moi examiner à nouveau votre mère. Si elle a vraiment si mal, nous trouverons un moyen de l'aider. Mais je ne peux pas changer le traitement principal sans une raison médicale valable. Merci, docteur. La voix d'Isabelle semblait soulagée. Je savais que vous comprendriez. Ma mère est tout ce que j'ai. Je me levai doucement du canapé et me hâtai de retourner dans la chambre, en essayant de ne pas faire de bruit avec mes pantoufles. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de la maladie, mais à cause de ce que je venais d'entendre. Isabelle avait menti au médecin. Pourquoi avait-elle besoin que mes médicaments soient augmentés? Je m'assis sur le lit dans la chambre et essayai de me calmer. Peut-être avais-je mal compris quelque chose. Peut-être que ma fille était vraiment inquiète et voulait juste que j'aille mieux. Mais alors pourquoi mentir sur les larmes et la douleur? Une demi-heure plus tard, Isabelle entra. Elle avait l'air heureuse, presque joyeuse. « Salut, maman.
Elle m'embrassa sur la joue. Comment te sens-tu? As-tu bien dormi? Je vais bien, répondis-je prudemment. Tu es en avance aujourd'hui. Oui, je voulais parler au médecin avant le travail pour savoir comment tu vas et quand tu sortiras. Et qu'a-t-il dit? Isabelle hésita une seconde, puis sourit. Il a dit que tu es sur la voie de la guérison, mais qu'ils doivent te garder en observation. Et il a accepté d'ajuster ton traitement pour que tu sois plus à l'aise. L'ajuster comment? Eh bien, augmenter le dosage pour que la douleur disparaisse plus vite. Je regardai ma fille et réalisai que je ne pouvais plus faire semblant de ne rien remarquer. Quelle douleur, Isabelle? J'ai dit au médecin que la douleur n'était pas forte. Ma fille rougit mais reprit rapidement contenance. Maman, tu caches toujours quand tu as mal. Je te vois grimacer. Je ne veux pas que tu souffres. Je ne grimace pas, dis-je fermement. Et je ne pleure pas de douleur comme tu l'as dit au médecin. Isabelle se tourna brusquement vers moi. Tu écoutais aux portes. J'étais assise dans le couloir et vous parliez fort. Pourquoi mens-tu au docteur Lambert? Ma fille resta silencieuse quelques secondes, et je pus voir qu'elle cherchait frénétiquement une réponse. Je ne mens pas, dit-elle finalement. C'est juste que, je sais mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu es trop têtue, maman. Tu ne veux déranger personne. Mais je suis ta fille. Je ne peux pas te voir souffrir. Je ne souffre pas, Isabelle. Je vais vraiment mieux. Comment le sais-tu? La voix de ma fille était teintée d'irritation. Tu n'es pas médecin, et le docteur Lambert a dit qu'une thérapie plus forte t'aiderait à récupérer plus vite. Je voulais argumenter, mais à ce moment-là, l'infirmière entra avec de nouveaux médicaments. Il y avait plus de pilules, et certaines que je n'avais jamais vues auparavant. Ce sont de nouveaux médicaments, expliqua l'infirmière. Le médecin a ajusté votre traitement. Il devrait aider à soulager la douleur. Après le départ de l'infirmière et d'Isabelle, je restai longtemps assise à regarder les pilules dans le gobelet en plastique. Quelque chose n'allait pas. Ma fille avait été si insistante pour augmenter la dose, si heureuse quand le médecin avait accepté. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, elle évitait tout ce qui touchait à la médecine. Le soir, quand l'hôpital se calma et que ma fille rentra chez elle, je décidai de passer un appel. Mon téléphone portable était sur la table de chevet, et je composai le numéro de Brigitte Morin, ma voisine. Nous étions amies depuis plus de 15 ans, depuis qu'elle avait emménagé dans la maison d'Aix en Grave-Côté. Allô, Éléonore. La voix de Brigitte semblait surprise. Comment vas-tu, ma chère? J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Brigitte, dis-je doucement pour ne pas réveiller ma voisine de chambre. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu venir? Bien sûr. Que s'est-il passé? Ton cœur va bien? Mon cœur va bien, mais il y a autre chose. Je ne peux pas en parler au téléphone. Brigitte était infirmière avant de prendre sa retraite et avait travaillé dans ce même hôpital pendant plus de 30 ans. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce qui se passait, c'était bien elle. Je serai là demain matin, promit Brigitte. Tiens bon, ma chère. Le lendemain, vers 11 heures du matin, Brigitte se présenta dans la chambre avec un bouquet de marguerites et une boîte de chocolat. C'était une femme robuste aux cheveux gris ramenés en un chignon soigné et aux yeux gris attentifs. Elle était vêtue simplement d'une robe bleu foncé et de chaussures confortables à talons bas. Éléonore, ma chère. Elle me serra doucement dans ses bras pour ne pas toucher la perfusion. Comment te sens-tu? Mieux, répondis-je, soulagée de voir un visage familier. Merci d'être venue. Brigitte s'assit sur une chaise près du lit et me regarda attentivement. De quoi voulais-tu me parler? Tu semblais inquiète au téléphone. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Ma voisine de chambre dormait après sa sieste de l'après-midi et le couloir était calme. Brigitte, commençai-je doucement. Dis-moi honnêtement, que se passe-t-il quand on donne trop de médicaments pour le cœur à une personne âgée? Brigitte fronça les sourcils. Cela dépend du médicament et de la dose, mais en général, une surdose peut être très dangereuse. Arythmie, chute de tension, problèmes rénaux, dans le pire des cas, un arrêt cardiaque. Éléonore, pourquoi me demandes-tu ça? Je racontai à mon amie le comportement étrange d'Isabelle, comment elle insistait pour augmenter sa dose, citant des douleurs inexistantes, et la conversation que j'avais surprise avec le médecin. Brigitte écoutait en silence et à chaque mot que je disais, son visage devenait plus sérieux. Éléonore, dit-elle finalement.
As-tu pensé à la raison pour laquelle Isabelle pourrait vouloir que ton état s'aggrave? Je ne compris pas tout de suite ce qu'elle voulait dire. Puis l'idée me frappa et mon estomac se tordit d'horreur. Tu penses qu'elle veut? Je ne pense rien, interrompit rapidement Brigitte. Mais tu dois être prudente. Très prudente. Surtout avec les médicaments. Mais que puis-je faire? Refuser le traitement? Brigitte réfléchit un instant, regardant par la fenêtre. Quand te donne-t-il les pilules? Demanda-t-elle. Le matin, à midi et le soir, l'infirmière les apporte dans un gobelet. Est-ce que l'infirmière s'assure que tu les prends? Pas toujours. Parfois, elle les laisse simplement sur la table de chevet si je dors ou si je suis sous la douche. Brigitte hocha la tête. Écoute-moi attentivement. Demain, je reviendrai avec une tarte aux poireaux. Et dans la boîte, il y aura des vitamines de la même couleur et de la même taille que tes médicaments pour le cœur. Si tu as vraiment peur qu'Isabelle prépare quelque chose de mal, nous pouvons échanger les pilules. Mais comment? J'apporterai les vitamines et tu cacheras les vraies pilules. Personne ne s'en apercevra. Je regardai mon amie et réalisai qu'elle m'offrait le seul moyen de me protéger. Si Isabelle planifiait vraiment ce que j'avais peur ne serait ce que d'imaginer. Échanger les pilules pourrait me sauver la vie. Et si je me trompais, les vitamines ne feraient pas de mal, et en quelques jours, tout serait clair. D'accord, murmurai-je. Faisons-le. Brigitte me serra la main. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je passerai vers 14 heures demain pendant les heures de repos. Après le départ de Brigitte, je restais allongée à penser que ma propre fille pouvait vouloir me tuer. Cela semblait irréel, comme quelque chose sorti d'un roman policier. Mais les faits parlaient d'eux-mêmes, mentir au médecin, insister sur une dose plus élevée, son étrange intérêt pour mon traitement. Qu'est-ce qui aurait pu pousser Isabelle à faire ça? L'argent. Elle avait des problèmes financiers après le divorce, et ma maison à Bellevue valait beaucoup. Un grand terrain dans un bon quartier. Si quelque chose m'arrivait, elle serait l'unique héritière de la maison. Je me souvins comment Isabelle avait récemment beaucoup parlé de la difficulté pour moi de vivre seule dans une si grande maison. Elle disait qu'il serait bon de la vendre et de déménager dans un appartement plus petit. À l'époque, je pensais que ma fille se souciait de mon confort. Maintenant, je réalisais qu'elle calculait combien elle pourrait obtenir pour la propriété. Le soir, Isabelle passa avec des pommes et des magazines. Elle semblait calme, presque joyeuse, me demandant comment je me sentais et me racontant des nouvelles du travail. C'était la fille attentionnée habituelle rendant visite à sa mère malade. Si je n'avais pas surpris la conversation, je ne l'aurais jamais soupçonnée de mauvaises intentions. « Maman, penses-tu que les nouveaux médicaments aident ?» demanda-t-elle nonchalamment. « Je ne sais pas, » répondis-je prudemment. « Il est trop tôt pour le dire. Le docteur Lambert a dit que si les analyses sont bonnes demain, il pourrait augmenter encore un peu la dose pour renforcer l'effet. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Demain, Brigitte apporterait des vitamines, et alors nous verrions ce que ma fille voulait vraiment. Le lendemain, je me réveillai plus tôt que d'habitude, à 6 heures du matin. Il faisait encore nuit dehors, mais l'agitation matinale avait déjà commencé dans les couloirs de l'hôpital. Quelque part au loin, des ascenseurs sonnaient, des fauteuils roulants grinçaient, et les voix étouffées du personnel médical se faisaient entendre. Je restais allongée à penser à la journée à venir, à la conversation avec Brigitte qui pourrait tout changer. Ma voisine de chambre ronflait paisiblement, tournée vers le mur. Pauvre femme, elle avait environ 80 ans et confondait constamment le jour et la nuit, appelant les infirmières par les noms de ses amis décédés depuis longtemps. Parfois, je pensais que c'était peut-être mieux ainsi, de vivre dans son propre monde où il n'y avait ni trahison ni mensonge. À 7 heures du matin, l'infirmière de service arriva, une jeune femme qui ne travaillait ici que depuis 6 mois. Elle m'apporta mes médicaments du matin dans le gobelet en plastique familier. Je regardai les pilules. Il y en avait effectivement plus, et certaines étaient plus grosses que d'habitude. « Quelles sont ces nouvelles ?» demandai-je en montrant la grosse pilule blanche. « Un médicament supplémentaire pour le cœur », répondit l'infirmière en prenant mon pouls. « Le docteur Lambert l'a prescrit hier. Il devrait aider à stabiliser votre rythme cardiaque. » Je hochai la tête et avalai les pilules avec de l'eau. Je me demandais si cette jeune fille savait ce qui pouvait arriver si on donnait une dose trop élevée de médicaments pour le cœur à une personne âgée. Elle l'avait probablement appris à l'école d'infirmière, mais ne l'avait pas encore rencontré dans la vie réelle. Après le petit déjeuner, le docteur Lambert arriva. Il avait l'air fatigué.
Il avait probablement été de garde toute la nuit. Il écouta mon cœur, vérifia ma tension artérielle et regarda mon dossier. « Comment vous sentez-vous, Madame Martin ?» demanda-t-il en s'asseyant sur une chaise près du lit. « Pas mal, répondis-je honnêtement. Je respire plus facilement qu'avant hier. »« C'est bien. Et les douleurs thoraciques ? Votre fille est très inquiète et dit que vous avez très mal. » Je regardai le médecin dans les yeux. Cet homme voulait vraiment m'aider. Il ne savait pas qu'Isabelle lui mentait. « Docteur, dis-je prudemment. La douleur n'est pas si forte. Je ne comprends pas pourquoi ma fille insiste pour augmenter la dose. » Le docteur Lambert fronça les sourcils. « Elle dit que vous cachez votre état, que vous avez l'habitude de supporter et que vous ne voulez déranger personne. »« Peut-être, répondis-je évasivement. Je ne voulais pas accuser Isabelle de mentir sans avoir de preuves. »« Très bien, dit le médecin en se levant. Observons-la encore un jour ou deux. Si la douleur ne diminue pas, nous envisagerons d'ajuster son traitement. » Après le départ du médecin, je m'assis près de la fenêtre et attendis Brigitte. Le temps était couvert avec une légère bruine. Les arbres dans la cour de l'hôpital étaient nus, avec seulement quelques feuilles jaunes suspendues ici et là. L'hiver approche. Je pensais qu'il serait agréable de l'accueillir à la maison, dans ma maison chaude, plutôt que dans une chambre d'hôpital. Vers 14 heures, Brigitte apparut sur le seuil. Elle portait un manteau gris clair et un grand panier en osier qui sentait délicieusement les pâtisseries fraîches. « Salut, ma chérie. » Brigitte m'embrassa sur la joue et posa le panier sur la table de chevet. « Je t'ai apporté une tarte aux poireaux maison. Je me souviens que tu les aimes. »« Merci. » Je souris, mais mon cœur battait d'excitation. Ma voisine de chambre dormait après le déjeuner et le couloir était calme comme d'habitude. La plupart des patients se reposaient et le personnel prenait des notes dans leurs journaux ou grignotait dans le salon des médecins. Brigitte s'assit sur une chaise et sortit une boîte du panier. En dessous se trouvait un petit sac en plastique avec des vitamines colorées. « Voilà, » dit-elle doucement en me montrant le contenu du sac. Je les ai choisis par couleur et par taille. Les grosses blanches sont du calcium, les petites bleues de la vitamine C, et les jaunes de la vitamine D. Elles sont toutes inoffensives. Je pris le sac et comparai les vitamines avec les médicaments du matin que l'infirmière avait laissés pour le déjeuner. La ressemblance était frappante. « Quand apporteront-ils tes prochaines pilules ?» demanda Brigitte. « À 18 heures. » D'habitude, l'infirmière pose juste le gobelet sur la table de chevet et part si je ne dors pas. Alors, remplace-les après son départ et cache les vrais médicaments. Brigitte sortit une petite enveloppe de son sac à main. Mets-les ici et cache-les dans la table de chevet derrière les livres. Si quelqu'un soupçonne quelque chose, dis-lui que ce sont des vitamines que j'ai apportées. Je hochai la tête, cachant l'enveloppe dans le tiroir de la table de chevet. Brigitte, et si je me trompe ? Et si Isabelle est juste trop sensible ? Alors rien de grave n'arrivera, me rassura mon ami. Quelques jours de vitamines ne te feront pas de mal, et si tu as raison. Elle ne termina pas, mais je compris. Si j'avais raison, échanger les pilules pourrait me sauver la vie. Brigitte resta avec moi encore 1 heure, me racontant les nouvelles du quartier et me demandant comment je me sentais. Quand elle partit, je me sentis plus confiante. J'avais un plan, et j'avais du soutien. À 16 heures, Isabelle arriva. Elle était de bonne humeur, apportant de nouveaux magazines et une boîte de chocolat. « Maman, tu as l'air en forme aujourd'hui, » dit-elle en s'asseyant sur une chaise. « Ton teint est meilleur. »« Merci, ma chérie. Je me sens plutôt bien. » Isabelle prit mon dossier médical et commença à l'étudier. Elle ne s'était jamais intéressée aux dossiers médicaux auparavant, mais maintenant elle les lisait avec une telle attention, comme si elle se préparait à un examen. « Quelles sont ces nouvelles prescriptions ?» demanda-t-elle en montrant les dernières notes du médecin. « Le docteur Lambert a ajusté le traitement comme tu l'as demandé. »« Bien. » Isabelle hocha la tête avec satisfaction. « A-t-il dit quelque chose sur une nouvelle augmentation de la dose ? » « Il a dit qu'il t'observerait encore 1 jour ou 2. » Ma fille fronça les sourcils. « C'est étrange. Je pensais qu'il serait plus décisif sur le traitement. Peut-être que je devrais lui reparler. »« Pourquoi ? » J'essayais de paraître calme. « Je me sens mieux. »« Mais tu te plains toujours de la douleur. »« Je ne me plains pas, Isabelle. C'est toi qui te plains, » insista ma fille. « Tu ne veux tout simplement pas l'admettre. Je te vois grimacer. »
Je regardais Isabelle et réalisais soudain qu'elle essayait de convaincre non seulement le médecin, mais aussi elle-même. Peut-être avait-elle besoin de se justifier ce qu'elle faisait. À 18 heures, l'infirmière arriva avec une autre dose de médicaments. Elle posa le gobelet sur la table de chevet et s'apprêtait à partir. « Excusez-moi, l'appelai-je. Puis-je les prendre plus tard? J'ai un peu la nausée après le dîner. » « Bien sûr, » répondit la jeune fille. « N'oubliez pas, ce sont des médicaments importants. » Après le départ de l'infirmière, je transférai rapidement les vraies pilules dans une enveloppe et la cachai dans la table de chevet derrière des livres. Puis, je sortis les vitamines que Brigitte avait apportées et les mis dans le gobelet en plastique. La ressemblance était frappante. Si on ne savait pas qu'elles avaient été échangées, personne ne soupçonnerait quoi que ce soit d'étrange. Je pris le gobelet et avalai les vitamines avec de l'eau. C'était une sensation étrange de faire semblant de prendre le médicament prescrit par le médecin, alors que je trompais en fait tout le monde autour de moi. Mais si mes soupçons sur Isabelle étaient corrects, alors c'était justifié. Le lendemain matin, le docteur Lambert arriva avec Isabelle. Apparemment, ma fille l'avait attendu dans le couloir et avait demandé à lui parler. « Docteur, » dit Isabelle pendant que le médecin m'examinait. « Ma mère s'est encore plainte de douleurs la nuit dernière. De très fortes douleurs. Elle n'a même pas pu dormir. » J'ouvris la bouche pour protester, mais Isabelle continua. « Je pense que le dosage actuel est encore trop faible. Peut-être devrions-nous l'augmenter encore un peu. » Le docteur Lambert me regarda. « Madame Martin, est-ce vrai? Avez-vous eu mal? » Je croisai le regard de ma fille. Ses yeux me suppliaient d'accepter, de dire que j'avais mal. « Ça a fait un peu mal, » dis-je vaguement. « Pas un peu. Ça a fait très mal, » intervint immédiatement Isabelle. « Maman, ne sois pas timide. Le médecin a besoin de savoir la vérité. » Le médecin secoua la tête d'un air pensif. « Très bien, j'augmenterai la dose d'une pilule par jour, mais c'est la limite. Nous ne pouvons plus l'augmenter. Cela pourrait être dangereux. » « Bien sûr, docteur, » accepta Isabelle, et je remarquai le soulagement dans sa voix. « Vous savez mieux que quiconque. » Après leur départ, je restai seule avec mes pensées. Isabelle avait obtenu ce qu'elle voulait. Le médecin avait accepté d'augmenter la dose au maximum possible. Si j'avais réellement pris ces pilules, les conséquences auraient pu être désastreuses. À l'heure du déjeuner, l'infirmière apporta de nouvelles pilules. Il y en avait encore plus, et parmi elles, 2 grosses blanches qui n'étaient pas là auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « Un médicament supplémentaire pour le cœur », expliqua l'infirmière. Le médecin a augmenté la dose. Il dit que vous avez besoin d'un traitement plus intensif. Je hochai la tête et attendis que l'infirmière parte. Ensuite, je répétai la procédure de substitution, cachant les vraies pilules dans l'enveloppe et mettant les vitamines dans le gobelet. Brigitte m'avait judicieusement donné des vitamines supplémentaires, j'en avais donc assez pour la dose augmentée. Après avoir avalé les vitamines inoffensives, je ressentis un étrange sentiment de soulagement. Sans cet échange, j'aurais avalé une dose de médicaments pour le cœur qui aurait pu être fatale. Le soir, Isabelle revint. Elle avait l'air agitée et regardait sans cesse sa montre. « Maman, comment te sens-tu après l'augmentation de la dose ?» demanda-t-elle. « Rien pour l'instant, » répondis-je. « C'est trop tôt. » « Et la douleur? Est-elle moins forte? » « Je ne sais pas encore. » Isabelle tripota nerveusement la sangle de son sac à main. Il me semblait qu'elle attendait un effet des nouveaux médicaments, qu'elle attendait que mon état s'aggrave. « Peut-être devrions-nous appeler le médecin, » suggéra-t-elle. « Pour voir comment tu réagis au nouveau dosage. »« Pourquoi? Je t'ai dit que je me sens bien. Mais tu pourrais ne pas remarquer de changement. Le médecin les verra tout de suite. » Je réalisais qu'Isabelle s'attendait à voir des signes de surdose. Peut-être comptait-elle sur le fait que je me sentirais mal le soir pour pouvoir blâmer une intolérance individuelle ou des complications. « Ne dérange pas le médecin, » dis-je fermement. « S'il y a quelque chose qui ne va pas, les infirmières le remarqueront tout de suite. » Isabelle resta avec moi encore 1 heure, mais je pouvais voir qu'elle était déçue. Elle s'attendait clairement à une réaction différente à la dose augmentée de médicaments. Quand ma fille partit, je m'allongeai et fermai les yeux. Le premier jour de l'échange avait été un succès. Isabelle ne soupçonnait rien d'étrange, et j'avais évité une surdose dangereuse. Mais qu'arriverait-il demain et le jour d'après? Combien de jours devrais-je encore faire semblant? Je pensais à la façon dont ma vie avait changé au cours des derniers jours.
Il y a une semaine, j'étais une femme âgée ordinaire qui vivait seule dans sa maison et voyait parfois sa fille unique. Maintenant, j'étais allongée dans un lit d'hôpital, soupçonnant cette même fille d'essayer de m'empoisonner. Le pire n'était même pas qu'Isabelle voulait ma mort. Le pire était qu'elle était une menteuse si habile, si convaincante dans sa représentation de l'inquiétude. Si je n'avais pas surpris une conversation par hasard, je n'aurais jamais rien soupçonné. Avant de m'endormir, je pris une autre dose de vitamine au lieu de mes vrais médicaments. Demain, nous verrions ce qui se passerait ensuite. Le lendemain matin, Isabelle arriva plus tôt que d'habitude, à 8 heures, avant le petit déjeuner. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle n'avait pas bien dormi, mais il y avait une attente nerveuse dans ses yeux. Elle portait un sac avec un thermos et des sandwichs. « Salut, maman !» Elle m'embrassa sur la joue et s'assit sur une chaise près du lit. « Comment s'est passée ta nuit ?»« Bien, » répondis-je. « Tu es en avance aujourd'hui. Tu ne vas pas au travail ?»« J'ai pris ma journée. » Isabelle sortit le thermos de son sac et l'ouvrit. L'odeur du café maison emplit la pièce. « Je veux être avec toi, voir comment tu réagis au nouveau traitement. » Je hochai la tête, mais à l'intérieur, je me sentais glacée. Isabelle ne prenait jamais de jour de congé pour s'asseoir avec moi à l'hôpital. Même à la mort de mon père, elle était retournée au travail 3 jours après les funérailles. Et maintenant, elle avait décidé de passer toute la journée à mon chevet. « C'est très gentil de ta part, ma chérie, » dis-je prudemment. « Mais tu n'es pas obligée. Je vais mieux, vraiment. Je veux être sûre, » dit Isabelle, versant du café dans un gobelet en plastique et en buvant une gorgée. « Le médecin a dit hier que c'est la dose maximale. Il est important de voir comment ton corps réagit. » À 9 heures du matin, l'infirmière arriva avec le petit déjeuner et mes médicaments du matin. Je ne pouvais pas les échanger en présence d'Isabelle, alors j'avalai les vraies pilules, en espérant qu'une seule dose ne ferait pas trop de mal. Ma fille me surveillait de près, écrivant quelque chose dans son carnet. « Combien y en a-t-il maintenant ?» demanda Isabelle en regardant le gobelet vide. « Il y en avait moins avant. »« Oui, le médecin en a ajouté une autre. » Je terminai mon eau et posai le gobelet sur la table de chevet, me sentant déjà légèrement étourdie. Isabelle regarda sa montre et écrivit de nouveau quelque chose. « Qu'est-ce que tu écris ?» demandai-je. « Je tiens un journal de ton état, » expliqua ma fille. « L'heure à laquelle tu prends tes médicaments, comment tu te sens. Ce sera utile pour le médecin de connaître la dynamique. » Je me sentis mal à l'aise. Isabelle tenait un journal de mon état, notant l'heure à laquelle je prenais mes médicaments comme si elle s'attendait à ce que quelque chose d'important se produise après un certain temps. À 10 heures, le docteur Lambert entra pour sa visite. Isabelle se leva immédiatement et alla vers lui. « Docteur, » commença-t-elle, « j'ai pris ma journée pour surveiller ma mère. Je veux m'assurer que le nouveau dosage lui convient. » Très prévenant, approuva le médecin. « Comment vous sentez-vous, Madame Martin ?»« Pas mal, » répondis-je. Bien que mon cœur battait plus vite que d'habitude. Juste un peu étourdi. Le médecin écouta mon cœur, vérifia mon pouls et ma tension artérielle. « Votre pouls est rapide, mais cela peut être une réaction normale au nouveau dosage. Surveillons cela. Si vous ressentez des symptômes désagréables, appelez immédiatement l'infirmière. » Je remarquai que les yeux d'Isabelle s'illuminaient de satisfaction. Apparemment, elle s'attendait à un tel changement. « Combien de temps faut-il généralement pour que le nouveau médicament fasse pleinement effet ?» demanda-t-elle. « Généralement en quelques heures, » répondit le médecin. « Mais cela varie d'un patient à l'autre. L'essentiel est de surveiller attentivement son état. » Après le départ du médecin, Isabelle écrivit quelque chose dans son carnet et regarda l'heure. Il était 10 heures. « Maman, comment te sens-tu maintenant ?» demanda-t-elle. « Les vertiges s'aggravent. »« Un peu, » répondis-je honnêtement. L'effet de la dose matinale de vrais médicaments était assez perceptible. « C'est normal. » Isabelle hocha la tête, notant mes paroles. « Ton corps s'adapte à la nouvelle dose. » Je regardai ma fille. Elle parlait de mes symptômes comme si elle en était heureuse. À l'heure du déjeuner, je me sentais en effet moins bien. Les vertiges s'étaient intensifiés. Je me sentais faible et mon cœur battait irrégulièrement. Lorsque l'infirmière apporta la dose suivante de médicaments, je réalisai que je ne pouvais pas en prendre une autre. Cela pourrait être dangereux. « Tu sais, » dis-je à Isabelle, « je crois que je dois aller aux toilettes. J'ai un peu la nausée. »« Bien sûr, maman. »
Veux-tu que je t'aide? Non, je peux me débrouiller. Je me levai lentement du lit, pris mes médicaments et allai dans la petite salle de bain à côté de la chambre. Là, je jetai rapidement les vraies pilules dans les toilettes et tirai la chasse, puis mis les vitamines que Brigitte m'avait données dans le gobelet. Quand je revins, j'avalai les vitamines inoffensives devant ma fille. « Comment te sens-tu » demanda attentivement Isabelle. « La nausée est passée » répondis-je. « Et les vertiges semblent également avoir diminué. » Ma fille nota cela dans son carnet, mais je remarquai une légère expression de confusion sur son visage. Elle s'attendait probablement à ce que je me sente plus mal après la deuxième dose. À 14 heures, grâce à la prise de vitamines au lieu de médicaments, je me sentais en fait mieux. Les vertiges avaient presque disparu, et mon cœur battait plus régulièrement. Isabelle semblait de plus en plus confuse à chaque heure qui passait. « Peut-être devrions-nous appeler un médecin, suggéra-t-elle, pour voir si le médicament fonctionne. »« Pourquoi ? Tu vois bien que je vais mieux. Mais c'est peut-être cumulatif. Peut-être devrions-nous attendre un peu plus longtemps. » Je réalisais qu'Isabelle commençait à paniquer. Elle s'attendait à ce que je me sente terriblement mal à présent, mais les vitamines avaient l'effet inverse. À 15 heures, ma fille était visiblement nerveuse. Elle se levait et faisait les 100 pas dans la pièce, puis s'asseyait et écrivait quelque chose rapidement dans son carnet. Je la vis se masser les tempes avec ses mains. « Isabelle, ça va ?» demandai-je. « Peut-être devrais-tu rentrer chez toi et te reposer. »« Non, non, » répondit-elle rapidement. « Je reste. Je veux m'assurer que tu vas bien. » Mais à chaque heure qui passait, elle avait l'air de plus en plus mal. Son visage était pâle. Elle avait des cernes sous les yeux, et ses mains tremblaient. À 16 heures, elle commença à se plaindre d'un mal de tête. « Ma tête va exploser, » dit Isabelle, pressant ses paumes contre ses tempes. « Ce doit être le stress. J'étais si inquiète pour toi. Pauvre chérie. » Je compatissais avec ma fille. « Peut-être devrais-tu prendre quelque chose pour la douleur. »« Je n'ai rien avec moi. » Isabelle grimaça de douleur. Je ne pensais pas que ça ferait si mal. Je regardais la table de chevet où se trouvaient mes médicaments du soir. L'infirmière les avait apportés il y a une demi-heure, mais j'avais dit que je les prendrais plus tard. Parmi eux se trouvaient les vraies pilules extra fortes. « Tu sais, » dis-je, feignant d'avoir une bonne idée. « J'ai des analgésiques puissants. Le médecin me les a prescrits pour les douleurs cardiaques. Essaie-les. Ils pourraient t'aider. »« Je peux. » Isabelle leva la tête et me regarda avec espoir. « Ce n'est pas nocif. Qu'est-ce qu'une seule pilule va te faire ? » Je me levai et allai à la table de chevet. Ils sont très forts et agissent rapidement. Je pris l'une des grosses pilules blanches du gobelet, celle que le médecin avait ajoutée en augmentant la dose. C'était un puissant médicament pour le cœur destiné aux patients âgés. « Tiens, » dis-je en tendant la pilule à ma fille. « C'est la plus efficace. Le médecin a dit qu'elle était très forte. » Isabelle prit la pilule et l'examina attentivement. « Tu es sûre que c'est bon ? C'est ton médicament. » « Bien sûr que c'est bon. Une seule pilule ne fera pas de mal. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Je me sens bien. » Ma fille hésita quelques secondes de plus, puis mit résolument la pilule dans sa bouche et l'avala avec l'eau de mon verre. « Merci, maman. J'espère que ça aidera. Ma tête va exploser. » Je me rassis sur le lit et observai Isabelle. Elle venait de prendre une dose de médicament pour le cœur destiné à une personne malade de mon âge. Mais Isabelle était en bonne santé, âgée de seulement 44 ans, et son cœur n'était pas prêt pour une telle épreuve. « Combien de temps faut-il pour que ça agisse ? » demanda ma fille après 10 minutes. « D'habitude, c'est rapide, » répondis-je. « Ça devrait commencer à soulager dans 20 à 30 minutes. » Isabelle hocha la tête et se pencha en arrière dans sa chaise. Elle ferma les yeux et se massa les tempes. Je la regardai et pensai à la façon dont la justice prend parfois des formes étranges. 20 minutes plus tard, ma fille ouvrit les yeux. « Je pense que le mal de tête s'en va, » dit-elle. « Mais mon cœur me semble étrange. »« C'est probablement le stress, » dis-je indifféremment. « Tu as été nerveuse toute la journée. »« Oui, probablement. » Isabelle essaya de sourire, mais ce fut un sourire forcé. « Maman, c'est quoi ce médicament ? C'est très fort. C'est le docteur Lambert qui l'a prescrit. Il a dit que c'était la dose maximale pour mon âge. » Ma fille hocha la tête, mais je remarquai qu'elle commençait à s'agiter nerveusement sur sa chaise.
Son visage devint plus pâle et sa respiration s'accéléra. « Maman, dit-elle après une demi-heure. Je me sens bizarre. C'est comme si mon cœur sautait des battements. Peut-être devrais-tu rentrer chez toi, suggérai-je. Repose-toi, dors un peu. Tu es si fatiguée aujourd'hui. Non, je reste. Isabelle secoua la tête, mais le mouvement était incertain. Je veux m'assurer que tu vas bien. Mais à chaque minute qui passait, elle se sentait de plus en plus mal. Elle posa sa main sur sa poitrine, puis s'agrippa à la chaise comme si elle avait peur de tomber. Son visage était couvert de petites perles de sueur. « Isabelle, es-tu sûre que tu te sens bien ?» demandai-je avec une fausse inquiétude. « Pas vraiment, admit ma fille. Quelque chose ne va pas avec mon cœur. Il bat bizarrement, et j'ai du mal à respirer. Peut-être devrions-nous appeler un médecin, suggérai-je. Non, non, secoua la tête Isabelle. Ça va passer. C'est probablement juste la fatigue. Mais cela n'a fait qu'empirer. 1 heure après avoir pris la pilule, ma fille avait du mal à rester assise sur sa chaise. Sa peau devint grise, ses lèvres légèrement bleues, et sa respiration devint superficielle et rapide. « Maman, murmura-t-elle. Je me sens vraiment mal. Appelle l'infirmière. » J'appuyai sur le bouton d'appel et 1 minute plus tard, l'infirmière de service se précipita dans la chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en regardant Isabelle, toute pâle. « Ma fille ne se sent pas bien, dis-je. Elle se plaint de son cœur. » L'infirmière vérifia rapidement le pouls d'Isabelle. « Arythmie, dit-elle. Très sérieuse. Elle doit aller immédiatement au service de cardiologie. »« Mais je suis en bonne santé, » protesta faiblement Isabelle. « Je n'ai jamais eu de problème cardiaque. »« Vous en avez maintenant, » dit l'infirmière, appelant les médecins au téléphone. « Nous avons besoin d'une aide urgente. » Quelques minutes plus tard, des médecins se précipitèrent dans la chambre avec un brancard. Isabelle fut rapidement transférée et emmenée en soins intensifs. Elle était consciente mais avait l'air très malade. « Qu'est-ce qui aurait pu provoquer une telle réaction ?» demanda l'un des médecins à l'infirmière. « Je ne sais pas. C'est une jeune femme en bonne santé. Peut-être le stress ou l'épuisement. » Quand Isabelle fut emmenée, la chambre devint silencieuse. Je m'assis sur le lit et regardai par la fenêtre. La justice avait été rendue de la manière la plus inattendue. Ma fille avait reçu la dose de médicaments qui m'était destinée. Le soir, quand on apporta le dîner et le reste des médicaments, je les remplaçai par des vitamines comme d'habitude et les avalai. Il faisait déjà nuit dehors. Quelque part dans le même hôpital, en soins intensifs, Isabelle luttait contre les effets d'une surdose des médicaments même avec lesquels elle avait voulu m'empoisonner. Je passai les 2 jours suivants dans un étrange état d'attente. Isabelle était en soins intensifs et je continuais à prendre des vitamines au lieu de médicaments, me sentant mieux chaque jour. Les infirmières s'étonnaient de ma guérison rapide, vérifiant constamment ma tension artérielle et mon pouls, notant les lectures sur mon dossier avec des regards perplexes. Le docteur Lambert passait plusieurs fois par jour, comme s'il ne pouvait pas croire à une progression aussi positive chez une patiente de mon âge après une crise cardiaque. Je recevais des informations contradictoires sur ma fille. Les infirmières chuchotaient que la jeune femme se rétablissait, tandis que les médecins fronçaient les sourcils et secouaient la tête, discutant de quelque chose entre eux à voix basse dans le couloir. Je n'insistais pas pour avoir des détails. Après tout, ce qui était arrivé à Isabelle était le résultat de ses propres actions et de ses propres plans. Parfois, je surprenais des regards étranges de la part du personnel médical. Il semblait qu'ils essayaient de comprendre comment il était possible que la mère se rétablisse rapidement tandis que sa fille luttait pour sa vie en soins intensifs. Mais personne ne posait de questions directes, se limitant à des platitudes sur le fait que la médecine est pleine de mystères et que chaque corps réagit différemment. Le 3e jour, le docteur Lambert vint me voir. Il avait l'air épuisé et perplexe, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits d'affilée. Des cernes s'étaient formées sous ses yeux, et ses cheveux habituellement bien coiffés étaient en désordre. Il tenait un épais dossier avec des résultats d'analyse, et il feuilletait les pages plusieurs fois comme s'il espérait y trouver des réponses aux questions qui le tourmentaient. « Madame Martin », commença-t-il, s'installant dans un fauteuil près du lit et posant le dossier sur ses genoux. « Je dois vous parler de ce qui est arrivé à votre fille. C'est un cas très inhabituel, et nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. » « Bien sûr, docteur, comment va-t-elle ? » Personne ne me dit rien, seulement que son état est stable. Physiquement, elle va beaucoup mieux qu'il y a 3 jours. Nous avons réussi à stabiliser son rythme cardiaque,
a éliminé l'arythmie, et le danger immédiat pour sa vie est passé. Mais les résultats des tests toxicologiques soulèvent beaucoup de questions et, franchement, nous déconcertent. Le médecin ouvrit un dossier et me montra une feuille de papier avec des chiffres et des termes médicaux incompréhensibles. Une très forte concentration de digoxine a été trouvée dans le corps de votre fille. C'est l'un des médicaments pour le cœur que nous vous prescrivons à une dose élevée. Le niveau de cette substance dans son sang est presque 5 fois supérieur à la norme thérapeutique. Pour une personne en bonne santé, cette quantité de médicaments pourrait être fatale. Je regardais attentivement les résultats des tests, feignant d'être surprise, bien que je savais parfaitement d'où venait la digoxine dans le sang d'Isabelle. Mais où a-t-elle trouvé ce médicament? Pour autant que je sache, Isabelle ne prend aucun médicament sérieux. Parfois, elle prend des analgésiques pour les maux de tête ou des vitamines pour renforcer son système immunitaire. C'est pourquoi nous trouvons cette situation extrêmement étrange et nécessitant une explication. La digoxine n'est pas un médicament que l'on peut acheter sans ordonnance. C'est un médicament cardiaque sérieux qui n'est prescrit que par un médecin et pris sous une surveillance stricte. La seule explication raisonnable à laquelle nous pouvons penser est qu'elle a pris vos médicaments d'une manière ou d'une autre. Peut-être a-t-elle accidentellement confondu les pilules. Je réfléchis intensément, fronçant les sourcils et faisant semblant d'essayer de reconstituer les événements de ce jour fatidique. La pause s'éternisa. Je voulais que le médecin croie mon raisonnement. Vous savez, docteur, dis-je finalement, comme si je me souvenais d'un détail important. Maintenant que vous le mentionnez, je me souviens de quelque chose d'étrange. Le jour où Isabelle est tombée malade, elle avait un très fort mal de tête. Elle est restée avec moi dans la chambre toute la journée, s'inquiétant de mon état, nerveuse, écrivant constamment quelque chose dans son carnet. Le soir, le mal de tête était devenu complètement insupportable. Elle se tenait même les tempes en disant que sa tête allait exploser. Le docteur Lambert écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps et prenant des notes dans son carnet. Isabelle a demandé quelque chose pour la douleur. Continuai-je. Je n'avais pas d'analgésiques ordinaires avec moi, seulement les médicaments que l'infirmière avait apportés pour le soir. Ma fille avait l'air si malheureuse que j'ai eu pitié d'elle. J'ai pensé qu'un analgésique puissant ne ferait pas de mal à une personne en bonne santé, alors je lui ai donné une de mes pilules. Vous souvenez-vous de quelle pilule vous lui avez donnée? Je me souviens que c'était une grosse pilule blanche. J'ai dit à Isabelle qu'elle était très forte et qu'elle l'aiderait certainement. Elle a avalé la pilule et m'a même remercié. Après un moment, elle a dit que son mal de tête commençait vraiment à passer. Le docteur Lambert hocha la tête et prit quelques notes de plus dans son carnet. Cela explique beaucoup de choses. La digoxine à une dose thérapeutique pour un patient âgé souffrant d'insuffisance cardiaque peut en effet provoquer une intoxication grave chez une jeune personne en bonne santé. Ce médicament a une marge très étroite entre les doses thérapeutiques et toxiques, ainsi qu'une tendance à s'accumuler dans les tissus corporels. Chez les personnes sans maladie cardiaque, il peut entraîner de graves troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque. Mon Dieu! Je frappais dans mes mains et essayais d'avoir l'air sincèrement bouleversé. C'est donc de ma faute ce qui est arrivé à ma fille. Je voulais l'aider à se débarrasser de son mal de tête et je l'ai presque tuée. Comment ai-je pu être si négligente? Ne vous blâmez pas. Le médecin secoua la tête et tendit même la main pour me tapoter l'épaule de manière rassurante. Vous avez agi avec les meilleures intentions du monde, en essayant d'aider quelqu'un qui souffrait. Souvenez-vous juste pour l'avenir que les médicaments pour le cœur sont des drogues très sérieuses avec une marge thérapeutique étroite qui ne devrait jamais être prise sans l'ordonnance d'un médecin et un examen approprié. Même une seule pilule peut être extrêmement dangereuse pour un corps non préparé. Après le départ du médecin, je restai longtemps assise près de la fenêtre à regarder la cour de l'hôpital. Le temps dehors était maussade et automnal, avec une légère bruine, et des agents d'entretien en bottes de caoutchouc ramassaient méthodiquement les feuilles mortes, préparant les lieux pour l'hiver approchant. Des patients âgés en peignoir sortaient de temps en temps pour fumer sous l'auvent, mais rentraient rapidement à l'intérieur. Il faisait froid et humide. La vie suivait son cours, et aucune de ces personnes n'avait la moindre idée du drame qui s'était déroulé entre les murs de l'hôpital au cours des derniers jours. Pour tout le monde, c'était une histoire familière. Une mère âgée attentionnée avait accidentellement donné à sa fille ses médicaments, provoquant un accident. Personne ne connaissait les véritables plans d'Isabelle ni comment j'avais réussi à me protéger de mon propre enfant. Le 4e jour, je sortis de l'hôpital. Le docteur Lambert était très satisfait des progrès que j'avais faits et exprima même sa surprise de la rapidité avec laquelle mon corps avait réagi au traitement intensif.
Il me rédigea une ordonnance pour un traitement d'entretien. Les mêmes médicaments, mais à des doses beaucoup plus faibles. Votre corps a excellemment répondu au traitement intensif, expliqua-t-il, écrivant l'ordonnance de son écriture de médecin traditionnellement illisible. Votre muscle cardiaque a récupéré plus vite que prévu. Votre rythme s'est stabilisé, et votre tension artérielle est revenue à la normale. Maintenant, des doses d'entretien suffiront à prévenir de nouvelles crises. Prenez-les pendant un mois, puis assurez-vous de venir pour un examen de suivi afin que nous puissions évaluer l'efficacité de la thérapie. Je pris l'ordonnance et la pliai soigneusement dans mon sac à main, sachant pertinemment qu'elle irait directement à la poubelle dès mon retour à la maison. Les vitamines que j'avais prises au lieu des médicaments pour le cœur ces derniers jours m'avaient été bien plus bénéfiques que n'importe quel médicament avec ses effets secondaires imprévisibles. Brigitte vint me chercher dans sa vieille mais fiable voiture. Pendant que je rassemblais mes quelques affaires, quelques chemises de rechange, des articles de toilette, un livre que je n'avais pas fini, elle attendait patiemment dans le couloir, discutant avec les infirmières qu'elle connaissait. Au cours de ses nombreuses années de travail dans cet hôpital, elle s'était fait de nombreux amis et collègues qui étaient toujours heureux de la voir. Sur le chemin du retour, je racontai en détail à mon ami ma conversation avec le docteur Lambert et comment j'avais réussi à expliquer de manière plausible le niveau élevé de médicaments pour le cœur dans le sang d'Isabelle. Donc, c'est officiellement considéré comme un accident maintenant ? Demanda Brigitte, ralentissant au prochain feu rouge et me regardant attentivement. C'est exact. Les dossiers médicaux indiqueront qu'une mère attentionnée a négligemment donné à sa fille malade ces médicaments sans penser aux conséquences possibles pour un corps sain. Que arrivera-t-il à Isabelle maintenant ? Combien de temps devra-t-elle rester à l'hôpital ? Je pense qu'elle sortira dans quelques jours. Le médecin a dit que le principal danger est passé et qu'elle a juste besoin de récupérer. Mais elle a appris une sérieuse leçon. Elle n'est pas prête d'oublier ce que c'est que de rester en soins intensifs avec une arythmie cardiaque. La maison m'accueillit avec sa fraîcheur et son silence habituel. Pendant la semaine de mon absence, des signes de négligence s'étaient accumulés. La boîte aux lettres débordait de courriers. Les fleurs sur les rebords de fenêtres avaient fané, et toute la nourriture périssable dans le réfrigérateur avait tourné, emplissant la cuisine d'une odeur désagréable. Je me mis méthodiquement au rangement, trouvant quelque chose d'apaisant dans ce travail routinier. Je jetai la nourriture avariée et nettoyai à fond le réfrigérateur, arrosai toutes les fleurs et enlevé les feuilles séchées, triai le courrier accumulé et divisai les lettres en catégories selon leur importance. Parmi les lettres se trouvaient les factures habituelles, un rappel pour renouveler mon assurance habitation, des brochures publicitaires de divers magasins et comme par hasard, une brochure colorée d'une entreprise de pompes funèbres offrant une réduction sur les services funéraires prépayés. Cette dernière me fit sourire involontairement. Il y a à peine une semaine, Isabelle feuilletait. Probablement déjà mentalement des catalogues similaires, planifiant mes funérailles et estimant le coût de la cérémonie. Les jours suivants se passèrent au rythme mesuré des tâches ménagères ordinaires. Je fis les courses, rencontrai de vieux voisins qui me demandèrent des nouvelles de ma santé et me souhaitèrent un prompt rétablissement, ranger le jardin avant l'hiver à venir, tailler les rosiers, couvrir les plantes frileuses, cueillir les dernières pommes de l'arbre. Brigitte passait presque tous les jours. Parfois avec des tartes maison, parfois avec des nouvelles de notre quartier, parfois juste pour discuter autour d'une tasse de thé. Elle était la seule personne qui connaissait toute la vérité sur ce qui s'était passé à l'hôpital. Et il était important pour moi d'avoir une alliée et un témoin aussi fiable. « N'est-ce pas difficile pour toi toute seule ?» demanda mon ami, en m'aidant à couvrir les rosiers pour l'hiver. « Peut-être devrais-tu engager une aide ménagère. »« Je me débrouille pour l'instant, » répondis-je, en attachant la toile de protection au tuteur. De plus, les tâches ménagères me maintiennent en forme. C'est mieux que n'importe quel médicament pour le cœur. Isabelle sortit de l'hôpital exactement une semaine après moi. Elle appela tard ce soir-là, juste au moment où je me préparais à me coucher. Le téléphone sonna brusquement et de manière inattendue dans le silence de la maison, me faisant sursauter de peur un instant que quelque chose soit arrivé. « Maman, c'est moi. » La voix de ma fille semblait nettement plus faible que d'habitude, essoufflée, mais il n'y avait ni colère ni reproche ouvert. « Comment vas-tu ? Comment va ta santé depuis ta sortie ? » « Tout va bien, Isabelle. La maison est toujours mieux que l'hôpital. Comment te sens-tu ? Les médecins sont-ils satisfaits de ton état ? Je récupère progressivement mais lentement. Les médecins ont prévenu que cela pourrait prendre un mois ou deux pour récupérer complètement. Je ne peux pas encore faire d'efforts physiques. Je dois y aller doucement. Maman, j'ai vraiment besoin de te parler sérieusement de ce qui s'est passé à l'hôpital.
Est-ce que je peux passer demain? Bien sûr. Viens quand cela t'arrange. Je raccrochai et restai longtemps dans la cuisine, regardant par la fenêtre le jardin qui s'assombrissait où les branches nues des arbres se balançaient dans les rafales de vent. Cette conversation était totalement inévitable, et il valait mieux l'avoir le plus tôt possible pour mettre enfin un terme à notre relation changée. Isabelle arriva le lendemain en fin d'après-midi, alors qu'il commençait déjà à faire nuit. Je la vis depuis la fenêtre du salon. Elle marchait lentement du portail à la maison, s'arrêtant fréquemment et s'appuyant sur la clôture comme si chaque pas était un grand effort. Ma fille avait vraiment l'air mal en point, visiblement amincie, avec un visage pâle et des cernes sous les yeux. La maladie l'avait clairement épuisée et avait laissé une marque visible. Je l'accueillis à la porte d'entrée et la fis entrer dans la cuisine sans lui proposer de prendre son manteau. Il était clair que sa visite serait courte. Nous nous assîmes à la vieille table en bois où il y a de nombreuses années, nous avions fait nos devoirs quand Isabelle était une écolière appliquée, discuté de ses projets d'avenir quand elle postulait à l'université, et même célébrer son mariage, qui semblait maintenant un événement d'une autre vie. « Comment te sens-tu » demandai-je en versant du thé dans des tasses familières. « Je me sens encore faible, et mon cœur saute un battement de temps en temps, surtout quand je m'énerve. Mais les médecins sont sûrs que ce sont des symptômes temporaires et que tout reviendra progressivement à la normale, » dit Isabelle en prenant délicatement la tasse et en me regardant attentivement. « Maman, je me souviens clairement de tout ce qui s'est passé à l'hôpital ce jour-là, quand je suis tombée malade. » « De quoi te souviens-tu exactement? » « Je me souviens de t'avoir observé de très près toute la journée. J'ai noté les heures exactes où tu prenais tes médicaments, ta réaction aux médicaments, tout changement dans ton état. Je me souviens comment ma tête a commencé à me faire très mal à cause de la tension le soir et tu m'as offert un analgésique. Je hochai la tête en silence et continuai à boire mon thé calmement. Le médecin m'a expliqué plus tard que c'était ton médicament pour le cœur à une dose très élevée. Il a dit que pour une personne en bonne santé, cette quantité de principes actifs pouvait être mortelle. Je ne savais honnêtement pas que cela pouvait être si dangereux pour une personne en bonne santé, répondis-je d'une voix égale. Je voulais juste t'aider avec ton terrible mal de tête. Je pensais qu'un analgésique puissant ne ferait pas de mal. Isabelle posa sa tasse sur la table et resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre où il faisait maintenant complètement nuit. Maman, as-tu par hasard surpris mes conversations avec le docteur Lambert? Celle où j'insistais pour qu'il augmente la dose de tes médicaments? Oui, répondis-je sans hésitation. Et qu'as-tu pensé de ça à l'époque? Au début, j'ai pensé que tu étais très préoccupé par ma santé et que tu voulais que le traitement soit le plus efficace possible. Puis, en analysant plus attentivement ton comportement, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement l'inquiétude d'une fille. Ma fille baissa la tête et resta silencieuse un moment. Donc, tu as compris que je préparais quelque chose. J'ai compris. Nous restâmes assises en silence pendant plusieurs longues minutes. Le vent se leva dehors et je l'écoutais bruire dans la cime des arbres, dispersant les dernières feuilles d'automne. Un chien aboya au loin et le son occasionnel des voitures passant sur l'autoroute se faisait entendre. « Que as-tu fait quand tu as réalisé ce que je préparais ?» demanda finalement Isabelle d'une voix basse. J'ai demandé de l'aide à Brigitte Morin. Elle m'a aidé à remplacer les vrais médicaments par des vitamines inoffensives qui leur ressemblaient. Tu as caché les médicaments dangereux pendant tout le temps où tu étais à l'hôpital. Oui, à partir du jour où j'ai finalement compris tes véritables intentions. Et la pilule que tu m'as donnée pour mon mal de tête ce soir-là, c'était la vraie, celle-là même que tu voulais que je prenne à une dose plus élevée. Isabelle leva lentement la tête et me regarda longuement. Ses yeux révélaient toute une gamme d'émotions complexes. Colère, ressentiment, déception, mais en même temps quelque chose comme un respect involontaire. Alors, tu m'as délibérément donné cette pilule empoisonnée. Je t'ai donné exactement le médicament que tu avais prévu de me donner, à la dose exacte que tu avais prévue. Était-ce ta vengeance pour mes plans? C'était la simple justice. Ma fille se leva lentement de la table et traversa la cuisine à pas lents. Ses mouvements étaient prudents et incertains, clairement affectés par les graves effets de l'intoxication médicamenteuse. J'aurais pu mourir de cette dose. Tu aurais pu, certainement, mais les médecins ont réussi à te sauver à temps, contrairement à moi. Si ton plan soigneusement élaboré avait réussi, il n'y aurait eu personne à sauver. Isabelle s'arrêta à la fenêtre et fixa l'obscurité où les silhouettes des arbres étaient à peine visibles. « Que va-t-il se passer entre nous maintenant, maman ?» demanda-t-elle sans se tourner vers moi. « Rien de spécial.
Tu vivras ta vie et je vivrai la mienne. Chacune de notre côté. Donc, tu ne veux plus me voir. C'est exact. Ma fille se retourna lentement. Son visage était très pâle, mais étonnamment calme. Je vois. Que arrivera-t-il à la maison quand tu mourras? Que veux-tu dire exactement? Vas-tu changer ton testament pour me déshériter? 5-6. Je la regardai attentivement et réalisai avec surprise que même maintenant, après tout ce qui s'était passé entre nous, elle se souciait encore de l'héritage et de l'argent. Je l'ai déjà fait. Je suis allée chez le notaire en ville avant-hier. Et qui aura la maison maintenant? Le refuge municipal pour animaux sans abri. J'ai décidé qu'il servirait une cause bien plus digne. Isabelle eut un sursaut, comme si elle avait été giflée. Mais c'est la maison de mon enfance. J'y ai passé les meilleures années de ma vie. C'est ma maison et la mienne seule, répondis-je fermement. Et j'ai tout à fait le droit de décider qui l'obtiendra après ma mort. Je préfère qu'elle soit utilisée pour sauver des animaux sans défense plutôt que pour enrichir une personne qui a essayé de me tuer juste pour de l'argent. Ma fille se dirigea silencieusement vers la sortie. Elle s'arrêta à la porte de la cuisine et se retourna. Au revoir, maman. Au revoir, Isabelle. Je l'accompagnai jusqu'à la porte, mais ne sortis pas sur le porche. Il faisait froid et venteux dehors. En fermant la porte, je tournai la clé dans la serrure et écoutai les pas de ma fille s'éloigner le long du chemin du jardin. Puis le portail claqua et la voiture démarra. De retour à la cuisine, je débarrassai les tasses de la table et restai longtemps à la fenêtre. La pluie recommença à tomber et les gouttes frappaient monotonement la vitre. Étrangement, je ne ressentais pas la moindre tristesse ou regret pour ce qui s'était passé. Seulement un profond sentiment de soulagement et une étrange légèreté, comme si un lourd fardeau avait été levé de mes épaules pour toujours. Un fardeau que j'avais porté pendant de nombreuses années sans même le remarquer ni comprendre sa véritable nature.